Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors vous avez dû certainement le remarquer, hein, on a depuis plusieurs semaines de nombreux profit warnings, c'est-à-dire des alertes sur résultats. Il y a beaucoup de sociétés qui revoient à la baisse leurs perspectives pour la fin d'année, voire pour 2024. Alors donc la moindre déception, elle est fortement sanctionnée et le marché en ce moment ne laisse rien passer. Il va massacrer tous les titres qui revoient donc à la baisse leurs perspectives. Les mouvements sont vraiment très violents, probablement parfois excessifs, mais c'est le marché qui décide. Et donc l'objet de cette vidéo sera de faire un point sur deux valeurs qui ont fortement baissé suite à des profit warnings. Alors bon là, je vous ai listé quelques titres qui ont récemment émis des profit warnings. On a eu Maisons du Monde, des Maisons du Monde qui avaient bien décroché. Qui avait décroché une quinzaine de pourcents et puis finalement qui a émis un profit warning quelques jours après. Donc le titre il est au plus bas, Covid, Aperam, donc c'était plutôt bien repris suite à son profit warning. Il y a eu Beneteau qui a sorti de bons résultats semestriels mais qui était très prudent pour 2024. SMCP qui avait beaucoup dégringolé et qui là a revu ses perspectives à la baisse. Alstom qui s'est écroulé de 40% en séance suite à un gros profit warning sur son free cash flow, sur son annonce de free cash flow qui sera largement inférieur aux attentes. EuroAPI, je crois qu'on a eu un moins 59, Thermador ce matin là qui s'attend à une année 2024 particulièrement difficile. Sartorius, moins 14, c'est vrai que la société avait bien profité du Covid et que là l'après-Covid est un peu difficile à gérer. En tout cas, voilà, ça entraîne derrière, étant donné que la société Sartorius n'a plus de rentrée liée au Covid, et bien derrière la société va publier des résultats 2023 qui seront forte baisse, qui seront même inférieurs à leurs prévisions initiales. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des titres Alstom et EuroAPI. Ce sont les deux titres qui ont qui ont vraiment fortement chuté lors de leur profit warning. Donc on va commencer par EuroAPI. Alors EuroAPI, je ne suivais pas tellement cette valeur puisque je la trouvais assez bien valorisée. EuroAPI, c'est finalement un spin-off de Sanofi. Alors qu'est-ce qu'un spin-off? Un spin-off, c'est une opération de séparation d'une activité, d'une entreprise. Donc EuroAPI était une filiale de Sanofi. Finalement, Sanofi a décidé de faire coter sa filiale en bourse pour créer de la valeur. Donc EuroAPI a une histoire boursière, on va dire, relativement récente puisque ce spin-off date de 2022. Donc cette société, le métier de cette société est de fabriquer des principes actifs pour des sociétés pharmaceutiques. Et lorsqu'on regarde le graphique du titre EuroAPI, donc là le spin-off, donc c'est date du mois de mai 2022. Donc au début tout se passe bien et puis là premier couac en décembre. En décembre le titre perd 15,75% puisque la société revoit la baisse. C'est là donc le premier profit warning de EuroAPI. Donc c'est un peu problématique puisque 6 mois après sa première cotation, le management revoit à la baisse ses perspectives. Donc je vous montre le communiqué de l'époque. Voilà, révision à la baisse, blablabla. Donc premier profit warning. Après, en mars 2023, la société en fait déçoit et reporte d'un an son objectif de marge de core EBITDA supérieur à 20%. Donc 3 mois après avoir émis un premier profit warning en décembre, on a un deuxième profit warning. Et ce deuxième profit warning, on le voit ici, puisque le titre, regardez, perd 21,75%. Et puis finalement, il fait une chute de près de 40% en l'espace, on va dire, de 3 semaines de cotation. Enfin, 3 semaines, 15 jours de séance ou 3 semaines, peu importe. Donc là, deuxième profit warning. Donc on a un premier profit warning ici. On en a un deuxième ici. Et là, le titre donc va lâcher 38%. Le 1er août, ou dans tous les cas, je crois que c'est peut-être le 31 juillet au 1er août, là d'ailleurs ça correspond donc à une hausse de 17%. La société donc publie ses résultats semestriels et là la société rassure puisque ses résultats semestriels, on va dire, sont en ligne avec les attentes, voire sont même supérieurs aux attentes. Donc on regarde le communiqué. Donc solide performance, en bonne voie pour atteindre les objectifs 2023, les perspectives de moyen terme. Là, on voit que la marge, le chiffre d'affaires, il est en légère hausse, plus 2,6%. On a une marge d'EBITDA qui est en léger retrait, qui passe de 20,2
Non, plutôt ouais, oui, la marge brute qui passe de 20,2 à 19,5. On voit que l'EBITDA, bon, il est en baisse, mais la société avait revu des perspectives à la baisse. Et là, bon, finalement, c'est pas si mal. Et puis au niveau du corps EBITDA et surtout au niveau du résultat net, eh bien, le résultat net est multiplié par presque 4. Donc voilà, le marché est rassuré. Ça se traduit par une hausse du titre, hein, puisque le titre grimpe de 17%. Donc on se dit que l'année 2023 devrait être plutôt, on va dire, sympathique. Hein. Donc là, le titre coté donc 12 €. On avait une valorisation autour des plus de 1 milliard, en considérant que la société allait dégager un résultat net autour des 120 millions. La société se payait sur un PER inférieur à 10, hein, ce qui était plutôt bon marché. Donc on a une belle hausse ici, puis après le titre consolide, on va dire, tout le mois d'août. Et là, le mardi 10 octobre, la société annonce un nouveau profit warning. Donc ça nous fait le 3e profit warning, donc en l'espace de, on va dire, 16 mois de cotation. Et là, ça en est trop pour le marché. Et là, le titre derrière est fortement sanctionné puisqu'il perd 59%. C'est vraiment énorme. Hein. Alors, je vous disais, on a eu beaucoup de profit warning, mais c'est vrai que de telles baisses. Et puis en plus, quand on regarde vraiment, justement, l'objet de cette vidéo, c'est de regarder un peu cette publication, surtout les perspectives, qui expliquent justement cette baisse de 60%. Ça paraît complètement hallucinant. Donc, allons voir le communiqué, hein, donc le profit warning. Donc la société revoit à la baisse ses perspectives. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Donc là, on avait eu, donc je vous dis, des bons résultats semestriels. Donc la société anticipe maintenant une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 5% par rapport à 2022 au lieu de 7 à 8. Bon, c'est quand même pas OK, ça fait une différence, on va dire là, si on prend 4%, et là on est 7,5, on a à peu près 3,5 points de base d'écart. Bon, c'est pas si méchant, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, sur des sociétés qui affichent généralement des taux de croissance assez faibles, revoir son taux de croissance de 7 à 8 à 3 à 5, bon, c'est quand même pas terrible. Mais surtout, la société revoit en baisse sa marge core EBITDA. Maintenant, elle s'attend à une marge core EBITDA entre 9 et 11, alors qu'elle s'attendait précédemment à une marge d'EBITDA compris entre 12,5 et 13,5. Donc, quand on regarde les résultats semestriels, effectivement, on était à 12,6. Donc, en fait, le marché s'attendait à ce que la société améliore sa marge de core EBITDA, puisqu'on avait un objectif entre 12,5 et 13,5 pour l'année. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'au S2, on ait peut-être 14, par exemple, 14,5. Et là, finalement, elle revoit donc à la baisse donc sa marge de 9 à 11, donc ça veut dire que le deuxième semestre va être moins bon que le premier et qu'on aura probablement une marge d'EBITDA qui pourrait avoisiner les 7,5, 8%, et c'est vrai que ça fait une belle révision de cette marge pour le deuxième semestre. Et en plus, la société annonce avoir engagé une revue stratégique afin d'adapter son modèle opérationnel, et la société aussi prévoit de communiquer plus d'informations sur les conclusions de la revue stratégique au plus tard le 29 février, c'est-à-dire qu'en fait elle va très peu communiquer d'ici là, voire au plus tard le 29 février 2024. Donc ça laisse un peu, on va dire, ça crée beaucoup d'incertitudes, on a moins de visibilité. Alors on sait que la marge d'EBITDA sera plus faible au S2, beaucoup plus faible, de l'ordre, on va dire, de 7-8, donc ce qui nous fera à peu près une marge core EBITDA autour des 10% pour 2023. Mais bon, c'est vrai que la société revoit à la baisse ses perspectives, ne va plus trop communiquer, refait une revue stratégique, et tout ça, ça fait un peu beaucoup après, on va dire, 17 mois de cotation. Donc 3 profit warning, et puis c'est vrai que celui-là est particulièrement violent, mais en même temps, donc le titre a beaucoup baissé. Donc ce que j'ai fait, moi je m'intéressais plus trop à cette société quand elle était à 10-12 €. Et là, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire un point un peu sur la valorisation maintenant actuelle de EuroAPI. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le bilan déjà dans un premier temps, voir si la société avait une situation financière solide, puisque c'est vrai que là on est dans une période de taux élevés. Et là, justement, ce sont les titres, les sociétés qui sont fortement endettées, qui font peur au marché. Et donc, lorsqu'on regarde le bilan, alors on voit déjà qu'on n'a pas d'écart d'acquisition, ce qui est surtout lorsqu'on regarde les capitaux propres s'élèvent à 1 milliard 110 millions.
Et si on regarde donc les capitaux propres tangibles, hein, c'est-à-dire c'est les capitaux propres moins les écarts d'acquisition qui sont susceptibles de grignoter les capitaux propres moins les immobilisations incorporelles, et bien finalement on a des capitaux propres tangibles qui avoisinent les 1,1 milliard. 1,1 milliard. Alors oui, ok, c'est bien beau, mais il faut regarder, il faut mettre ça en perspective avec une capitalisation de 503 millions. Et c'est vrai que là, en se basant sur le bilan, eh bien, on a quand même une société qui a certes qui revoit à la baisse ses perspectives, mais qui apparaît fortement décotée par rapport à ses capitaux propres tangibles. Donc moi, c'est un titre vraiment qui m'intéresse. Alors c'est vrai que le titre, il est quand même plombé. Là, je pense qu'il va être plombé quand même pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais d'un point de vue valorisation, il est vraiment très très intéressant. Lorsqu'on regarde donc le compte de résultat, la valorisation en tenant compte justement de cette révision à la baisse des perspectives 2023, donc le S2 sera plus faible et on peut s'attendre à un S2 avec un RN qui pourrait avoisiner les 20, 30 millions. Alors peut-être que ça va coûter, peut-être que ça sera plus faible si la société passe des dépréciations, je ne sais pas, qui font des coûts de restructuration, parce que en fait elle est en train de faire une revue stratégique, donc derrière, peut-être que ça va coûter, peut-être que ça aura un coût qui pourrait, on va dire, plomber le deuxième semestre 2023, voire les résultats 2023. Mais en étant, on va dire, relativement conservateur, même si la société arrivait à dégager un RN autour des 20 millions, donc ça voudrait dire qu'elle passe peut-être 20-30 millions sur la revue stratégique. Enfin, c'est vraiment un scénario. Et puis là, regardez, on est le 13 octobre. Donc d'ici la fin d'année, je pense qu'il peut se passer plein de choses chez EuroAPI. Peut-être qu'ils vont communiquer sur ce qu'ils vont vraiment faire au niveau de leur revue stratégique. Mais en tous les cas, même en tablant sur un RN même de 10 millions pour le deuxième semestre, donc ça nous donnerait un RN sur l'année de 72 millions. 72 millions, bon après voilà, ça nous donnerait un PER de 7. Bon voilà, PER de 7 sur une société qui vient de décevoir. Bon, on va dire, c'est pas très cher, mais c'est vrai, moi ce qui m'interpelle plutôt, c'est plus la décote par rapport aux capitaux propres tangibles. Donc on a un titre qui a fortement chuté, qui est plombé, faut bien le reconnaître, il est plombé. Donc là, regardez, donc je vous montre les dernières séances sur EuroAPI. Donc le titre là perd 59%. On a un petit rebond, mais on voit que le rebond, le titre tout de suite est déjà freiné sur le plus haut de la veille. Là, on a une tentative, on va pas dire combler le gap, parce que là, on a un gap énorme pour que la société comble le gap. Je pense qu'il va en falloir beaucoup. Il va falloir rassurer le marché. Ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Donc, on a quand même une tentative au-dessus qui est avorté, puisque le titre, regardez, là, bon, je crois qu'il avait pris 7-8%, et puis là, il est retombé à 3%, et là, aujourd'hui, il retombe. Alors, c'est vrai que les marchés, aujourd'hui, sont pas très bien orientés, donc là, il retombe, puisqu'en plus, donc, c'est un titre qui a déçu, donc c'est un titre qui va être fragile, qu'on peut attaquer plus facilement en vente à découvert, puisque les titres fragiles, sont plus vulnérables, d'un point de vue fragile au niveau, pas du bilan, parce que je vous dis, le bilan est vraiment solide, mais fragile au niveau, au niveau déception. Peut-être que un titre fragile dans le sens où il a beaucoup déçu, où il pourrait faire une cible parfaite pour des vendeurs à découvert. Donc on va, de toute façon, voilà, le titre est baissier, bien évidemment. Donc on avait, si on prend un peu de recul, le titre s'était plutôt bien comporté durant le mois d'août, et puis là il était un peu en train de retomber, donc on a un gros décrochage. Donc à court terme, de toute façon, là, c'est impossible qu'on ait un véritable signal d'achat, mais c'est vrai qu'idéalement, ce qui serait pas mal, c'est que le titre, regardez, il consolide un peu comme ça pendant peut-être plusieurs semaines, et puis qu'après, ils finissent par casser là, cette limite inférieure du gap pour après vraiment décoller. Donc ces trois profit warnings ont vraiment créé un climat de confiance par rapport à EuroAPI, par rapport à son management, par rapport aux prévisions, par rapport aux prévisions donc de ce management, par rapport à ce que peut dire le management au marché. Et plus personne pour l'instant ne va faire confiance à EuroAPI. Et comme je disais, restaurer la confiance va prendre beaucoup de temps.
Mais c'est vraiment un titre hein, quand même, hein, au vu justement de sa santé financière. Hein, c'est vraiment un titre très intéressant et je pense qu'à terme, hein, il finira par rebondir. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, il faut le suivre. Alors moi, j'ai un peu tradé le titre, mais je vais vraiment continuer de suivre ce titre de près. Donc, autre profit warning, hein, c'est Alstom. Alors, en même temps, Alstom, bon, certes, hein, c'est le fleuron de l'industrie française, mais le parcours du titre est vraiment catastrophique. Et surtout, Alstom a vraiment trop habitué le marché, hein, vraiment le marché est vraiment trop habitué à des profit warnings. Donc ça fait moi 20 ans que je suis Alstom, hein, elle a failli faire faillite au moins une ou deux fois, des profit warnings à foison, et c'est vrai que cette société, donc certes c'est un beau fleuron, mais en même temps ça a l'air d'être un gros paquebot qui a toujours rencontré des difficultés à générer du cash, à avoir des cash flows positifs et puis surtout à être bénéficiaire. Et c'est vrai qu'à chaque fois sa santé financière est délicate et même là, même j'en parlais depuis pas mal de temps déjà, je trouve que la société est vraiment endettée et là dans un environnement de taux d'intérêt élevé, et bien là ça va commencer à poser des problèmes au marché et d'ailleurs le titre avait été pas mal sanctionné et là c'est vraiment le profit warning de trop. Donc la société avait pour objectif d'avoir un FCF, de dégager un FCF, FCF c'est un cash flow libre ou free cash flow qui devait être largement, qui devait être supérieur, positif. Alors le free cash flow, c'est quoi? Ça correspond en fait au cash, au flux de liquidité qui est généré par l'exploitation après que la société ait fait tous ses investissements et puis voilà aussi pour continuer de se développer. Et justement, donc ce profit warning va renforcer de nouveau la défiance du marché vis-à-vis de la société Alstom, de son management. Et aussi, ça va renforcer la défiance par rapport à la capacité d'Alstom de générer des free cash flow dans la durée. Et finalement, un free cash flow négatif, ça revient en fait à un cash une position en cash qui va diminuer. Une santé financière qui va encore se dégrader sur l'exercice 2023. Et ça, c'est plutôt problématique justement dans cet environnement de taux élevés. Alors, on ne sait même pas au niveau des taux si on a atteint un plus haut. On verra, ça c'est encore un autre sujet. Et donc, cette histoire de free cash flow, pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Moi, ça fait très longtemps que je suis à l'écart d'Alstom. On voit sur les derniers exercices, on voit que la société a quand même du mal et éprouve des difficultés à être rentable. Et puis surtout, moi, ce qui me posait vraiment problème, c'est cette trésorerie, une trésorerie qui était en 2019 de 3 milliards et on voit qu'elle a bien diminué. Regardez, maintenant, elle n'atteint plus que 826 millions. En plus, là, on va avoir un FCF fortement négatif à moins 1 milliard. La dette qui a fortement augmenté. Donc, on avait vraiment une santé financière qui s'était dégradée. Et cet exercice-là en cours devrait conduire à une nouvelle dégradation de la santé, de la situation financière d'Alstom. Regardez donc l'évolution de la dette, une dette qui augmente, une trésorerie qui baisse. Donc ça, c'était vraiment deux mauvais signaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais à l'écart de cette société. C'est vrai que ce free cash flow, est-ce que c'est vraiment une surprise que la société revoie à la baisse cette perspective de free cash flow? Quand on regarde les derniers exercices, le free cash flow en 2021 était à moins 720, en 2022 à moins 992. Là, l'exercice qui vient de se terminer, 199. Alors ça, les prévisions, je pense qu'il faudra les revoir à la baisse. En tous les cas, sur les derniers exercices, c'est pareil, on avait des problèmes, une problématique de free cash flow négatif. Alors là, c'est les mêmes communiqués dans le détail 2022-2023. Si on revient dans 703, 2021-2022, on était à moins 703, moins 992. Donc, c'est pas vraiment une surprise. C'est free cash flow dans le rouge. Alors là, on a des free cash flow positifs. Mais c'est vrai que par rapport au chiffre d'affaires, ça reste quand même faible, c'est encourageant. Mais on voit quand même que la société, depuis pas mal de temps, a beaucoup de difficultés à générer, à dégager un FCF dans le vert. Là, on est encore sur 2016-2017, on a moins 2 milliards 6, 182, bon c'est pas mal. 208, non c'est pas là, pardon, c'est 182, 128. Et en plus, on peut remarquer qu'à chaque fois que le cash flow libre donc est dans le vert, est positif, il ne dépasse pas les 300-400 millions. À chaque fois, voilà, c'est 100-200 millions. Et ça, c'est aussi à mettre en parallèle avec le chiffre d'affaires d'Alstom qui est de 16 milliards. C'est vrai que le métier d'Alstom est, je pense, encore d'autant plus difficile où les marges sont vraiment très faibles.
Et au moindre accident, au moindre retard, et bien derrière, ça se paye cash au niveau de la rentabilité, au niveau de la trésorerie sur Alstom. Alors une fois qu'on a dit ça, que la société a du mal à dégager des FCF dans le vert, des FCF positifs, eh bien on peut se poser des questions concernant la politique de dividendes d'Alstom, puisque c'est vrai qu'on a une société donc qui a une santé financière, on va dire, délicate, mais en plus elle se permet de verser des dividendes. Et ce que je rappelle, c'est que ok, un dividende ça peut être bien, mais il faut vraiment se méfier des sociétés qui vont verser des dividendes et qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas toujours à dégager des free cash flow positifs, parce que généralement, si on verse un dividende et que le FCF est dans le rouge, qu'on a un FCF négatif, eh bien ça veut dire que la société puise dans sa trésorerie, puise dans ses ressources financières pour verser un dividende. Et ça, à terme, c'est vrai que c'est pas terrible. Et ce qui est assez d'autant plus surprenant, c'est que lorsque Alstom a fait sa cession, au lieu, on va dire, de consolider sa santé financière, eh bien, elle a préféré verser un dividende. Alors, c'est vrai qu'elle a voulu rémunérer ses actionnaires, puisque c'est vrai que le parcours d'Alstom est vraiment très compliqué. D'ailleurs, je ne vous ai même pas encore montré le graphe. J'aurais pu commencer par vous montrer le graphe qui aurait vraiment bien résumé, malheureusement, les difficultés d'Alstom à être rentable. Alors je peux vous le montrer on peut le montrer sur plusieurs années, depuis 2000. Regardez le parcours d'Alstom depuis 2000. Alors il y a eu beaucoup d'augmentation de capital, regroupement d'actions. Donc là c'était en 2000, je me souviens c'était des difficultés avec des turbines de bateaux, il me semble. Je suivais déjà ce titre à l'époque, 2000. Après, il y a eu aussi des difficultés en 2004. Une grosse augmentation de capital en 2004-2005. Je crois que c'était là où Sarkozy avait dit qu'il fallait sauver Alstom, etc. Donc vraiment un parcours très chaotique. Et puis, qui conduit, regardez, un parcours chaotique et vraiment particulièrement baissier, puisque regardez, le titre s'apprête alors le plus bas en tenant compte des regroupements, etc. On avait fait un plus bas historique autour des 5 euros, donc on en est quand même loin, on est à 13 euros. Mais bon, en tous les cas, ce qu'on peut quand même conclure, c'est que le parcours est vraiment très catastrophique pour le titre Alstom. D'un point de vue technique, donc là aussi le titre a perdu, alors lors de l'annonce de son profit warning, là aussi le marché était exaspéré, donc il a bien sanctionné le titre. Le titre a perdu 38%, mais on voit que le titre donc a toujours, là aussi il est plombé, il a du mal à rebondir. Mais là où ça me pose un peu plus problème par rapport à EuroAPI, autant EuroAPI avait un bilan solide, autant Alstom a des rencontres de difficultés depuis très longtemps. Alors certes ils ont un nouveau management, je crois au niveau du CFO, mais bon, le redressement va pas se faire comme ça va être très très lent, je pense. Et puis là aussi, il va falloir restaurer la confiance. Et puis surtout, ce qui peut poser problème, c'est que la société est très endettée. Et là, il va falloir suivre les agences de notation, savoir comment elles vont noter la dette d'Alstom. Alors la société Alstom, en plus, nous a expliqué que non, elle ne voulait pas faire d'augmentation de capital, que c'était pas à l'ordre du jour, etc. Mais ça, ok, mais on verra comment ça va évoluer. Mais bon, je pense que là, maintenant, au cours actuel, l'augmentation de capital me paraît inéluctable. Mais en tout cas, le marché, c'est ce que lui, il croit aussi. Et c'est vrai que le risque, c'est que si la société annonce une augmentation de capital, alors que le management avait dit que non, il n'y avait pas d'augmentation de capital, eh bien, le titre devrait aller beaucoup plus bas, puisqu'en plus, l'augmentation de capital, il va falloir attirer des investisseurs. Et on aura certainement une augmentation de capital à un cours largement inférieur à 12,9. Alors attention, je vous dis, cette augmentation de capital, elle est loin d'être faite. Mais ce qui me pose problème, moi, je vous dis, c'est la santé financière et peut-être que ça sera vraiment nécessaire. Alors à moins que la société fasse des cessions, c'est ça peut-être qui pourrait empêcher une augmentation de capital. Mais en tous les cas, moi, ce qui me pose problème chez Alstom, c'est donc depuis très longtemps d'ailleurs, c'est qu'on a une société donc qui vient de décevoir de nouveau. C'est une société qui a toujours éprouvé des difficultés à être rentable. Bon, le FCF, c'est à peu près la même chose. Les free cash flow dans le vert, c'est quand même très rare chez Alstom. Donc, on a quand même la société a du mal à générer des liquidités. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je vais rester à l'écart. Autant je vais sur EuroAPI, autant Alstom. Pour moi, c'est même une cible. Ça peut être une cible pour les vadeurs. Et si la société, par exemple, venait à casser son plus bas, et je pense que certains fonds vendeurs à découvert
pourrait appuyer sur le titre. Et donc là, le verre est dans la pomme. Alors c'est sûr, le verre est dans la pomme pour toutes les sociétés, on va dire, hein, qui émettent un profit warning. Mais là où je suis quand même vraiment, je serais beaucoup plus prudent sur Alstom. Hein. Alors après, effectivement, hein, c'est un fleuron de l'industrie, etc. Ils ont un gros carnet de commandes. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est vrai, ils ont un gros carnet de commandes. Hein. Je crois que c'est 4 ou 5 années de chiffre d'affaires. Mais là aussi où le marché va être très sensible, c'est les prises de commandes hein, qui vont être enregistrées, c'est-à-dire le futur chiffre d'affaires. Et là, le marché aussi va regarder à côté de ces résultats semestriels, donc qui vont être très mauvais, en lourde perte. Le marché va être sensible hein, aux nouvelles prises de commandes et ça, c'est ça aussi qui risque de driver, qui va driver le cours Alstom, prise de commande, le redressement aussi sur le deuxième semestre, est-ce qu'il sera vraiment avéré? Donc ça reste encore à démontrer. Et puis surtout, voilà, Alstom, c'est une activité cyclique. Donc là, est-ce qu'on est en bas de cycle, haut de cycle? Alors ça, c'est aussi un autre débat. Mais en tous les cas, on pourrait avoir justement un ralentissement des prises de commandes hein, qui pourrait mettre le titre Alstom sous pression. Concernant le versement du dividende, hein, je pense qu'il n'y aura pas de dividende. Hein, ça serait vraiment, ça serait, on va pas dire suicidaire, mais ça serait quand même assez hallucinant qu'il verse un dividende. D'ailleurs, j'ai pas regardé dans le communiqué s'il parle du dividende. Et puis surtout, par rapport à ce dividende, hein, je vous invite vraiment à vous méfier donc des sociétés. J'ai déjà dit, mais je répète, à vous méfier des sociétés qui versent des dividendes alors qu'elles dégagent, alors qu'elles ont un FCF dans le rouge, puisque là, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que ce dividende hein, ne sera pas pérenne. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation donc, de 2 titres. Hein. Alors j'aurais pu parler des autres titres, hein. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo hein, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.